parce qu'il paraît que je suis enregistré, donc je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises. Donc, effectivement, je suis là pour parler de ce sujet de la transformation DevOps de Microsoft et un peu ce que nous, on a appris et la manière dont on le synthétise aujourd'hui. Alors, je ne suis pas quelqu'un des équipes engineering Microsoft. Moi, je suis un développeur .NET à la base. Aujourd'hui, je fais d'autres langages, je fais du TypeScript par exemple. J'ai vécu cette transformation-là d'une position un peu privilégiée, parce qu'avant de rejoindre Microsoft il y a 2 ans, j'étais Microsoft MVP, donc Microsoft Most Valuable Professional. Donc quand on est MVP, c'est un titre que Microsoft décerne, c'est pas une certification qu'on obtient en passant un examen, c'est parce qu'on contribue dans les communautés, on va parler sur des conférences, on va parler sur des meet-ups. Mais au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui vous repère et qui dit tiens, voilà, tu vas obtenir le titre de MVP. Ça nous donne le droit d'avoir une relation privilégiée avec les groupes produits et des canaux de communication directs avec les groupes produits, avec les gens qui sont à Seattle globalement, puisque notre maison mère est basée à Seattle. Et j'y reviendrai tout à l'heure, ça m'a donné une position privilégiée pour observer cette transformation vue de l'extérieur, parce que j'étais MVP sur la partie Visual Studio et Team Foundation Server, donc l'usine logicielle. Et c'est un des premiers groupes produits qui a engagé cette transformation-là au sein des équipes d'engineering de Microsoft. Donc ça m'a permis de le voir d'assez près. Donc déjà, il y a le sujet de se demander c'est quoi DevOps. Parce qu'en fait, c'est un des premiers sujets qu'on a abordé chez nous. Alors autant vous dire quand on a commencé, toutes ces terminologies-là n'existaient pas. Mais même encore aujourd'hui, vous demandez aux gens c'est quoi DevOps, il y a des gens qui vont dire c'est un job. Il y a des gens qui vont vous dire c'est une méthodologie, c'est une philosophie, c'est des process, c'est de l'outillage. Enfin, vous avez autant de réponses globalement à ce qu'est DevOps que de personnes à qui vous pouvez poser la question. Donc la première chose que nous on a fait, c'est de se mettre d'accord en interne sur c'est quoi notre vision de DevOps. Et pour nous, c'est l'union des personnes, des processus et de l'outillage pour permettre de délivrer en continu de la valeur au client, à l'utilisateur final. Et en fait, il ne faut pas se perdre sur les moyens, il faut se focaliser sur le but. Et le but, c'est de délivrer de la valeur en continu à l'utilisateur final. C'est vraiment ça l'objectif de mettre en place des pratiques DevOps. Si vous n'avez pas ce besoin-là, parce que vous êtes dans une industrie très régulée, où en fait délivrer des nouvelles fonctionnalités tous les 6 mois, 1 an, voire plus, c'est totalement suffisant parce qu'en fait, vous allez avoir un process de qualification. Je pense par exemple au monde militaire, où vous avez un processus de qualification des logiciels qui est hyper strict. Je ne suis pas sûr que passer en mode agile et en méthodologie DevOps, ce soit très très utile. Voilà. Ou en tout cas, ce n'est pas là qu'on va se focaliser d'abord pour passer sur ces méthodologies-là. Et donc, avec 3 objectifs, c'est augmenter le flot de valeur, réduire les cycles, je mets de la valeur à disposition plus régulièrement. Alors, ça a un impact business, hein, moi je vais toujours vous remettre ça en avant. C'est si j'amène de la qualité, des nouvelles fonctionnalités à mon utilisateur régulièrement, il est régulièrement content de moi. Donc, la courbe de désamour entre mon utilisateur et moi, elle remonte plus régulièrement. Voilà, je la maintiens. Alors que si finalement, je pense à certaines versions de nos OS, on laisse passer 2-3 ans pour sortir une nouvelle version, et qu'en plus cette version-là, ça a été un accident industriel, on va dire, bien le désamour, il s'installe durablement entre vous et les utilisateurs. Et donc aussi, ça permet d'essayer de s'améliorer en continu. C'est-à-dire qu'on étudie ce qui marche pas, et on s'améliore en continu. C'est plus facile de le faire quand on a des cycles courts que quand on a des cycles de 6, 12, 18, 24 mois. Un autre point, cette transformation-là, elle peut venir à un moment donné dans votre entreprise ou dans les entreprises dans lesquelles vous intervenez, elle ne peut venir que d'en haut. C'est-à-dire qu'elle peut commencer par le bas, c'est-à-dire qu'il y a des initiatives individuelles, des initiatives d'équipe qui commencent à montrer que si on applique d'autres méthodes, ça marche mieux. Mais il y a un moment donné, quand on veut le déployer au niveau d'une entreprise, Microsoft, plus de 100 000 employés dans le monde, ça ne peut venir que d'en haut. Il y a un moment, vous devez obtenir le sponsorship des décideurs des entreprises.
Alors c'est facile quand on travaille dans des petites entreprises, quand on travaille dans des grands groupes, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. Et il faut avoir conscience que il faut faire un peu de politique, il faut trouver des gens influents, il faut accepter de discuter avec eux, il faut les embarquer dans le process. Et ça, je dirais, moi-même, hein, je suis développeur, mais c'est souvent le défaut des développeurs. On est geek, on adore la tech, tous ces sujets-là, de politique, de relations humaines, ça nous gonfle un peu, et on ne le fait pas. Mais tant qu'on n'acceptera pas de le faire et de se dire qu'il faut qu'on aille vers les autres et que nous aussi, on a notre capacité à changer les organisations, eh bien, on continuera à râler un petit peu dans notre coin en disant « Ah ouais, mais si on faisait ça, ce serait mieux. » Et donc nous, on a eu de la chance, on a eu un changement de PDG, pour plein de raisons, j'ai envie de dire qu'on a eu de la chance. C'est Satya Nadella qui est arrivé à la tête de Microsoft. Et sa vision, ça a été de mettre en place ce qu'il appelle le One Engineering System. C'est on va utiliser une seule usine logicielle, un seul système d'engineering. Et on va investir dessus, parce que ça ne viendrait pas à l'idée à Renault ou à PSA de continuer à fabriquer des voitures à la main dans un atelier d'artisans. Et donc nous, Microsoft, qui sommes un industriel du développement logiciel, on ne peut pas continuer toutes les équipes à travailler dans leur petit atelier tranquillement. Donc on investit là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on veut uniformiser les choses, et je vais y revenir après. Mais on investit là-dessus, et on investit très fort, puisque là, par exemple, ça c'est une citation interne de Satya qui dit que il préfère globalement perdre quelques jours de production et investir sur le système d'engineering pour que après ça passe à l'échelle et que les développeurs soient vraiment plus productifs, plutôt que de dire non, non, ça coûte rien. Parce que quand vous avez, je sais pas, nous on a à peu près plus de 70 000 personnes qui travaillent dans l'engineering chez nous. Quand vous augmentez la productivité de 70 000 ingénieurs de 1 ou 2%, c'est des milliers d'euros, des milliers de dollars que vous économisez par jour et que vous optimisez. Donc pour donner un ordre d'idée, le groupe d'ingénieurs qui travaillent sur notre usine logicielle, c'est à peu près 800 personnes pour à peu près 80 000 ingénieurs. Donc on investit 1% de notre force de frappe d'ingénierie logicielle sur notre usine logicielle. Et avant, ça c'est hyper rationnel, parce qu'avant, ce qui était marrant, c'est que chaque division, le groupe Windows, le groupe Office, ils faisaient leur truc dans leur coin. Ils redéveloppaient les mêmes trucs. Et on avait Visual Studio, petite histoire, donc Visual Studio, est-ce que vous savez ce que c'est? Ouais, c'est l'idée de Microsoft. On avait un groupe produit qui vendait ce produit à nos clients, et on avait la division Windows qui développait son propre IDE pour ses besoins internes. Donc vous imaginez que ce n'est pas très très efficace en termes d'investissement. Donc aujourd'hui, tout le monde utilise Visual Studio chez nous, ou Visual Studio Code. Et puis quand ce n'est pas possible, utilise d'autres choses. Mais d'abord, on demande aux gens, c'est tu regardes si avec Visual Studio ou avec Visual Studio Code, ça répond à ton besoin. Et si ça ne répond pas à ton besoin, bien sûr que tu vas aller utiliser le bon outil. Et ça a des impacts très concrets. Par exemple, Visual Studio, tout le monde pensait que C++ était tombé en désamour dans Visual Studio. Puis le jour où on a dit au groupe produit Windows, vous revenez dans Visual Studio, le support de C++ dans l'outil est reparti en flèche, parce que tout d'un coup, il y a nos propres besoins qui devaient être couverts. Donc ce One Engineering System, donc ça c'est la courbe d'adoption. C'est-à-dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je ne vais pas vous dire que du jour au lendemain, Satya il a dit hop, maintenant c'est tout le monde dans la même usine logicielle, et puis ça se passe. Vous voyez, là on est en 2015, il y avait à peu près 20 000 personnes sur cette usine logicielle, ce One Engineering System. Et donc ça date de 2017, aujourd'hui on est à peu près à 80 000. En août 2017, donc 2 ans plus tard, il y avait 75 000 personnes qui utilisaient cette usine logicielle. Et ça se fait progressivement, et on prend les équipes les unes derrière les autres, on les onboard, et on les monte dans ce système-là. Alors, c'est le slide réclame de ma présentation, mais pas pour vous le vendre, juste pour vous expliquer. En fait, ce One Engineering System, il a un nom produit qui s'appelle Azure DevOps, anciennement connu sous le nom de Visual Studio Team Services, Team Foundation Service, parce que notre marketing adore changer régulièrement les noms de produits. Donc,
Point important, c'est pas une autre usine logicielle. Ce qu'on utilise, c'est vraiment l'usine logicielle Azure DevOps. Et je montrerai, c'est que, en gros, les premiers utilisateurs de ce service, c'est nous. Donc les premiers à recevoir les nouvelles fonctionnalités et les bugs, c'est nous, les 80 000 ingénieurs qui travaillent avec. Et ensuite, c'est nos clients early adopters. Et ensuite, c'est tous les clients. Donc cette usine logicielle permet de faire de la planification agile, de gérer des repos Git, de faire de la compilation, de faire du test, de faire du déploiement, de faire du monitoring. Donc tout ça, c'est ce qu'il y a dans notre usine logicielle, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus. Le point important, c'est que c'est la même usine pour tout le monde, que ce soit nous ou nos clients. C'est le principe du Eat Your Own Dog Food. Si c'est bon pour nos clients, alors ça doit être bon pour nous. Ce qui n'a pas toujours été appliqué et aujourd'hui qu'on applique très strictement. Donc si je prends un peu de recul sur cette transformation, parce qu'en fait, le groupe VSTS, vu que c'est l'usine logicielle, c'est les premiers à avoir dû se transformer et adopter des pratiques DevOps. Donc ils ont commencé en fait en 2010, premier sprint en août 2010, et ça s'étale aujourd'hui, on en est au sprint 124, non ça c'était en 2017, on est à plus maintenant. Point important, en 2010, avant de commencer, on a envoyé tout le monde en formation agile, c'est qu'ils ont pris tout le groupe engineering, les ingénieurs, les développeurs, les programmes managers chez nous, et ils ont envoyé tout le monde en formation agile. Parce que ça ne sert à rien d'envoyer 2-3 personnes en formation agile, et puis après, ils expliqueront. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'il faut que tout le monde ait le même vocabulaire, et tout le monde ait un vocabulaire commun pour comprendre les méthodes. Et que tout le monde ait vu les mêmes formations et appris les mêmes choses. Parce que sinon, effectivement, oui, mais moi j'ai vu ça en formation, oui, mais moi j'ai lu que, mais non, on a tous assisté à la même formation, donc globalement, l'agilité, c'est ça. Et donc, on a commencé en sprint, et on tient une cadence de sprint de 3 semaines depuis cette époque-là. Enfin, ce groupe produit tient ça. Et j'ai pas dit qu'on faisait du Scrum. J'ai dit qu'on faisait des sprints de 3 semaines. Et on est plutôt un mix entre du Scrum, du Kanban, des méthodes safe. Parce que effectivement, quand vous avez un groupe d'engineering de 800 personnes, eh bien, il faut coordonner toutes les équipes. Parce qu'à la fin, il faut que ça fasse un seul et même produit. Donc, en gros, le rythme de 3 semaines, c'est des release trains. Avec la tendance qui est de dire, toutes les 3 semaines, on va en prod, ton équipe, elle doit délivrer ça. Et si elle ne l'a pas délivré, bah, c'est pas grave, parce que le train, il repasse dans 3 semaines. Et ça, c'est le point important, c'est si elle ne l'a pas délivré, parce que c'est pas au niveau de qualité attendu, parce qu'il y a des problèmes, et bah, c'est pas grave, on mettra dans 3 semaines. Ça change un petit peu les choses, c'est un point important. Du coup, quand ils ont commencé en 2010, c'était aussi pour travailler sur l'aspect survivre. Parce qu'à l'époque, nos concurrents, c'était Quality Center. Est-ce que vous savez ce que c'est que Quality Center? Ah, il y a des têtes. Vous souffrez à utiliser Quality Center? Il y a des têtes qui font oui, oui, oui. Quality Center, ce genre de choses. Aujourd'hui, on parle quasiment plus d'eux. On a même envie de se débarrasser d'eux. Et à l'époque, le gros produit, ce qu'ils ont bien fait, donc ils avaient des gens intelligents, ils ont vu l'arrivée de GitHub, ils ont vu l'arrivée de choses comme Stack Overflow, comme SourceForge à l'époque, comme Jira, qui est d'Atlassian. Et ils ont vu d'autres produits arriver, ils se sont dit, là, il y a quelque chose. On commence à avoir un problème. Il y a des nouvelles technos de développement tous les 6 mois. Nous, on délivre un IDE et des outils tous les 2 ans. En fait, on commence à tomber à chaque fois à côté. En fait, quand on sort notre produit, il est déjà obsolète par rapport au moment où on avait commencé à le planifier. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont vraiment dit, hein, c'est vraiment une question de survie de changer. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à se transformer, c'est parce que pour eux, c'était une question de survie. Si on ne se transforme pas, on va se faire tuer. La réalité, c'est que nous, on s'est transformé, on vit encore. Les autres ne se sont pas spécialement transformés. Et tous ceux qui étaient à cette époque-là des acteurs du monde de l'outillage logiciel, ils ont quasiment tous disparu. Ou en fait, ils vivent sur leur rente et plus personne ne veut entendre parler d'eux, à part pour faire la maintenance du système qui était installé il y a 10 ans. Et donc ça a permis, on a démarré en 2010, première version d'un service en mode SaaS en 2012,
Et puis GA du service SaaS en 2014. Donc vous voyez, ça prend du temps. Et en 2014, donc General Availability du service pour nos clients, et dans la foulée, One Engineering System pour Microsoft. Donc c'est toujours cette dualité entre on utilise ce qu'on donne à nos clients. Et ça a continué comme ça. Et cette zone-là, GVFS, là c'est la contribution qu'on a fait à l'écosystème Git sur la gestion des gros repos Git et notamment des gros volumes de fichiers. Ça, c'est parce qu'en fait, le groupe Windows est passé à Git. Et le groupe Windows a le plus gros repo Git au monde, avec beaucoup de complexité. Et donc, on avait cette contrainte-là. Donc, on a développé quelque chose qui permettait de ne pas forcément mettre tous les fichiers dans le repo Git, mais d'avoir des liens symboliques et autres. C'est globalement des liens symboliques. Et on a reversé ça à la communauté Git. Donc tout ça, ça s'explique. Alors pourquoi faire ça? Alors je vais aller très vite sur ce slide. Pour moi, il y a une seule raison, c'est ça. En fait, en 2017, le groupe produit a délivré 435 nouvelles features en un an, ce qui est plus le double de l'année précédente et plus que la somme des années précédentes en fait. Si vous faites la somme de ça, en fait, en une année, on a déployé plus de nouvelles fonctionnalités qu'en 5 ans. Alors on peut dire, ouais, mais vous avez recruté. Non, à effectif globalement constant. Donc c'est-à-dire que là, en 2016, là, en fait, toutes les pratiques qu'on a mis en place et qu'on a commencé à transformer ont vraiment commencé à porter leurs fruits ici. C'est que là, en fait, toute la fluidité, toute la flexibilité de développement, de déploiement, ça s'est mis en place. Et là, on en retire les bénéfices aujourd'hui. Mais le point important, c'est de se dire que ça ne se fait pas comme ça. C'est pas magique. Faut pas promettre monts et merveilles aux gens. Faut pas dire dans 6 mois, si tu mets des pratiques DevOps en place, dans 6 mois, tu vas tirer les marrons du feu et ça va être génial pour ton entreprise. Non. C'est un processus de transformation qui doit accompagner la transformation de l'entreprise. Et aujourd'hui, ça c'est des chiffres de 2018, été 2018. 372 000 pull requests par mois sur nos repos Git. 4,4 millions de builds. 78 000 déploiements par jour. Voilà, les ordres de grandeur. Et donc ça, c'est all up. C'est sur toute la chaîne d'ingénierie. Et on a plus de 90 000 utilisateurs internes. Donc juste pour donner où on en est aujourd'hui. Et donc du coup, j'arrive à justement ce qu'on a appris de tout ça. Pour nous, aujourd'hui, on résume ça en 5 grands points. Je me laisse embarquer, c'est bon. L'autonomie des équipes dans un alignement à l'entreprise. Les gens qui vous disent on va faire de l'agile et tu vas faire ce que tu veux, ils vous mentent. C'est pas possible. On travaille dans des entreprises. Enfin, nous, on est 100 000. On peut pas dire à chaque équipe fais ce que tu veux, prends les outils que tu veux. On est au pays des bisounours. Ça va être génial, tu vas voir. C'est pas possible. Donc, comment on réalise l'autonomie des équipes tout en étant aligné à l'entreprise? Et ça, c'est le vrai challenge. Le deuxième point, c'est ce que les Américains appellent le shift left quality. C'est de dire que faire des tests automatisés, une fois que ton application elle est déployée sur une plateforme d'intégration ou une plateforme de pré-prod, c'est trop tard, ça coûte trop cher, tu vas avoir déjà beaucoup de boulot à faire, parce qu'en fait ton ingénieur de développement logiciel, le temps que ça arrive là, lui ça fait 3 semaines qu'il bosse sur autre chose. Donc au moment où ton équipe de qualification va lui dire je crois que j'ai détecté un bug dans la version 1.21. Ah ouais, mais moi je suis à la version 1.32. Qu'est-ce qui s'est passé dans la version 1.21? Il est trop tard. Donc il faut ramener la qualité, le test et toutes ces problématiques-là beaucoup plus près du développeur si on veut être productif. C'est globalement au moment où il développe la ligne de code qu'il faut le ramener. Si on est capable de lui dire au moment où il tape la ligne de code, bon, là franchement, dans 6 mois tu vas avoir honte de ce que tu es en train d'écrire. Respecte cette pratique de code-là, fais ci, fais ça. Il faut lui dire tout de suite. Ou alors lui dire, tiens, là, il y a un test unitaire qui passe dans ce morceau de code, tu es en train de le modifier et tu pètes le test unitaire. Tu es sûr que c'est ce que tu veux faire?
Voilà. Là, c'est efficace. Là, on rend le développeur productif et là, on lui évite des changements de contexte intempestifs. Focaliser sur le client. Celui qu'on sert, c'est le client final. C'est celui qui va utiliser le logiciel. C'est pas notre chef de projet, c'est pas le directeur de projet, c'est pas le product owner, c'est pas des gens qui ont besoin de se faire bien voir dans l'entreprise, c'est le client final. Il n'y a que lui qui compte. Avoir un état d'esprit orienté production, alors ça c'est plutôt la partie, la petite fessée pour les développeurs. Ça marche sur ma machine, on l'a tous entendu, et c'est juste intolérable en 2019. Il y a des méthodes pour faire en sorte que ça marche en prod. C'est magnifique! Et ça marche aussi sur ma machine, c'est génial. Et ça marche pareil sur ma machine et en prod. Voilà, donc c'est comment avoir un état d'esprit orienté production dès le développement logiciel. Il faut arrêter de dire ça marche sur ma machine, je ne comprends pas. Et enfin, ça c'est la petite fessée pour les ops. J'ai besoin d'un environnement pour tester, s'il te plaît, parce que là on a un problème en production. C'est très bloquant, donc j'aimerais bien que tu me fasses un extract de données de prod pour qu'on puisse reproduire le bug sans non plus impacter la production. Ah bah écoute, là, pour te filer un environnement, j'en ai pour 3 semaines. Non mais c'est maintenant le bug en production, là on perd 50 000 euros par heure, qu'est-ce qu'on fait? Non mais j'ai besoin d'un environnement maintenant. Ah mais non, c'est pas possible, je peux pas te servir. Non, ça faut arrêter aussi. Hein, voilà. Faut arrêter que les développeurs fassent des bugs qui vont en prod, et il faut arrêter que les ops veuillent rien changer. Et donc, forcément, là je le dis sur le ton de la blague, je ne vous explique pas tout ce que ça a dû changer en termes d'état d'esprit, parce que chez Microsoft, on est des gens, des humains, comme vous et moi. Ce sont des humains. Et bien évidemment, le changement, bah, c'est pareil, hein, des fois, ils sont réfractaires au changement. Mais globalement, ça se synthétise sur 5 points. Et je suis sûr que ce que j'ai dit là, vous l'avez tous vécu. J'ai vu des sourires quand je disais des choses. Vous l'avez tous vécu dans la vie réelle. Et on l'a vécu aussi. Donc si je vais sur le sujet de l'autonomie avec l'alignement de l'entreprise, parce que c'est là où on commence à donner quelques petits tuyaux sur ce qu'on fait. Voilà, tout ce qui est l'organisation, les rôles dans les équipes, la formation des équipes, la cadence, la taxonomie. Taxonomie, c'est en gros comment le vocabulaire, ce genre de choses. Ça, c'est de l'alignement. Et c'est la même chose pour tout le monde. Il faut partager un vocabulaire commun, il faut partager des rôles communs, des descriptions de rôles. Un software développeur, sa mission, c'est ça. Un product owner ou un programme manager, sa mission, c'est ça. Et voilà, qu'on change d'une équipe à l'autre, on sait, toi, tu es le programme manager, ok, donc ton job, c'est ça. Après, ton périmètre, les features sur lesquelles tu travailles, ça, ok, ça change d'une équipe à l'autre. Mais ton rôle, d'une équipe à l'autre, on sait ce que tu fais. Le plan et les méthodes, les pratiques au quotidien, ça, c'est l'autonomie de l'équipe. C'est quoi ton plan? Présente-le-moi, ok. Dans les 3 prochains mois, vous allez développer ces features-là, les gars, ok, fine. C'est vous les experts de ce sujet-là. C'est vous qui avez les gens qui font... Enfin, c'est vous qui avez le programme manager, c'est vous qui avez les gens qui font l'expérience utilisateur, c'est vous qui avez les développeurs. Si vous pensez que sur cette partie du service, donc vous êtes les experts, c'est ça qu'il faut faire dans les 3 prochains mois pour faire plaisir à nos utilisateurs, fine, on y va. Vous voulez faire du Kanban? Fine, faites du Kanban. Vous voulez faire du Scrum? Fine, faites du Scrum. Si vous êtes à l'aise avec ça, c'est pas une problématique. Nous, on regarde. Vous avez dit que vous alliez faire ça dans les 3 mois, et à la fin des 3 mois, globalement, est-ce que vous y êtes ou pas? Et si vous y êtes pas, il y a peut-être des très bonnes raisons. Bon, si vous y êtes pas juste parce que vous êtes tourné les pouces, bon, ça, ce sera un autre problème. Mais si vous y êtes pas parce que, en fait, vous avez pivoté, parce qu'en fait, il y a eu des expériences utilisateurs qui ont montré que c'était pas la... Ok, très bien. Donc la structure des équipes, avant, notre structure d'équipe, c'était ça. Donc il y avait les équipes de testeurs, les équipes de développement et les équipes de gestion de programme. Donc, globalement, chez nous, le programme management, c'est l'équivalent des product owners dans la terminologie agile. Ils s'occupent des features et de la roadmap. Donc on a commencé une première transformation, c'est ça. C'est de fusionner les testeurs et les développeurs. Ça n'a pas de sens de dire tu développes, tu fais plein de bugs, ça marche pas, tu t'en fous. Mais non, ça n'a pas de sens. Donc
les testeurs et les développeurs ont été fusionnés en ingénieurs, globalement software engineer, ingénieurs logiciels, et c'est de leur responsabilité de développer un soft qui fonctionne en prod, pas sur leur machine, en prod. Donc on les attend avec un soft qui fonctionne en prod. Et quand on dit ça, surtout qu'on a évolué vers des produits SaaS, on a par contre eu besoin de créer des équipes Ops, donc avec des gens qui sont capables d'opérer le service en production. Et j'y viens de l'opérer, hein, c'est-à-dire que c'est de la responsabilité de ces gens-là. Et on arrête de déléguer le fonctionnement de l'application à une équipe qui gère l'infrastructure et dont le métier c'est de gérer de l'infrastructure, du stockage, du réseau, et de dire ah ouais, mais de toute façon c'est eux qui gèrent la prod, donc c'est eux qui ont les clés du camion. Moi j'ai jeté mon package applicatif par-dessus les barbelés et je suis parti en courant, et maintenant si ça marche pas, c'est de leur faute. Ça peut pas marcher. Donc partant de cette organisation-là, on crée des équipes. Alors des équipes chez nous maintenant, c'est physiquement dans une même pièce. Voilà. On a des équipes de développement partout dans le monde. On en a en Inde, on en a à Seattle, on en a en France, à Paris, on en a en Grande-Bretagne, donc on en a partout. Par contre, une feature team dans une même pièce physique. C'est cross-discipline, donc on a des gens qui font de l'UX, on a le programme manager, on a les développeurs, on a les ops dans la même équipe. C'est 10-12 personnes. Ils s'auto-organisent, ils ont des objectifs qui sont clairs, qui sont définis. On les maintient pendant 12 à 18 mois minimum. C'est-à-dire qu'en fait, une feature type, ça peut disparaître, parce qu'à un moment, finalement, ces features-là, voilà, soit elles sont complètement développées, et puis on ne fait plus que de la maintenance dessus, soit finalement, on les réoriente. Donc on peut transformer les feature teams, mais on essaye de les tenir intactes pendant 12 à 18 mois, ne serait-ce que pour atteindre à un moment un peu de vélocité. Parce que pour qu'une équipe soit complètement opérationnelle, il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble. Donc si tous les 3 mois, on est en train de les changer d'équipe, ça ne marche pas. Et ils possèdent, les 2 points là, les 2 derniers points sont extrêmement importants. Ils sont propriétaires de la fonctionnalité qu'ils développent en production. Et vous verrez les impacts tout à l'heure. Et ils sont propriétaires du déploiement de la fonctionnalité en production. C'est-à-dire que c'est ta fonctionnalité, et donc c'est là où tout d'un coup l'équipe elle devient responsable. Ça doit fonctionner en production. C'est votre responsabilité. Si ça ne fonctionne pas en production, c'est vous qu'on viendra voir pour dire ça ne fonctionne pas en prod. Donc en gros les responsabilités sont claires. Avant c'était ça ne fonctionne pas en prod. Ah, c'est les ops. Ah mais non, c'est les gars qui ont développé le logiciel. Et, ah non, c'est les testeurs, ils n'avaient pas bien fait leur boulot, tout ça. Non, maintenant c'est clair. Il y a une équipe de 10 à 12 personnes. Ah, mais cette fonctionnalité-là, elle est à vous. Ça ne marche pas en prod, c'est de votre faute. Réparez le problème. Sur l'organisation aussi, au lieu d'être donc horizontale comme on faisait avant, avec des gens qui font de l'UI, les gens qui font les API, les gens qui font la data, on est passé à du vertical. Rien de magique, hein, on applique juste ce que les autres font, mais voilà. Un truc un peu particulier, c'est les équipes qui s'auto-organisent. Donc en gros, c'est tous les 6 mois. Oui, c'est tous les 6 mois, 6 à 12 mois. C'est au moment de l'exercice où on retravaille le backlog. Il y a un exercice où le programme manager, enfin les gens de l'équipe, ils viennent présenter leur équipe en disant ouais, nous, l'équipe, elle travaille sur ces fonctionnalités-là, voilà comment on fonctionne, voilà comment on s'organise dans l'équipe, on est en Kanban, on est en Scrum, c'est fun, on joue au ping-pong, on se voit toutes les 3 semaines. Ils présentent leur équipe, ils se vendent, et après, les gens qui ont envie de bouger d'équipe, ils prennent des post-it et ils font ah, moi j'aimerais bien aller là, moi j'aimerais bien aller là, moi j'aimerais bien aller là. Et globalement, on laisse les gens, modulo les contraintes que l'équipe ne doit pas être non plus 12 à 18 mois, on laisse les gens changer. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que dans 80% des équipes ne changent pas, 80%. Tous les 6 mois, on laisse aux gens l'opportunité de dire je change, mais dans la réalité, en fait, il y a 80 à 90% de l'équipe qui ne bouge pas. Parce que les gens, ils aiment bien la stabilité. Mais par contre, ceux qui ont besoin de bouger, eh ben, on les laisse bouger, on les laisse choisir où ils vont, et ça a des effets très intéressants, c'est qu'en fait, ça pollinise les bonnes pratiques.
C'est les gens qui passent d'une équipe à l'autre, ils ont vu des choses dans une équipe, ils ont vu des bonnes pratiques, ils arrivent dans l'autre équipe. Ah bon, tiens, toi, tu fais pas comme ça. Ah bah, dans l'autre équipe, ils faisaient comme ça. Ah, regarde, c'est plutôt une bonne pratique. Ah, vous faites comme ça. Ah ouais, disons, c'est une bonne idée. Mais comme ils ont gardé des liens dans l'équipe d'avant, ils retournent voir leurs copains. Et vous savez comment eux, ils font comme ça. Et ça pollinise les bonnes pratiques. Donc en fait, c'est très très positif. Hop, bon, hop. Ça, je l'ai dit à l'oral, donc je passe. La planification. Donc on a des scénarios sur 18 mois. Je vais enlever les animations. Hop. On a des scénarios sur 18 mois. On a des saisons sur 6 mois. On a le plan sur 3 sprints, toujours, devant nous, donc 9 semaines. Et on a un sprint sur 3 semaines. Et le scénario, c'est quoi? C'est je ne dis pas que ça, c'est les règles agiles, hein, c'est nous ce qu'on applique. Donc, le scénario, c'est quoi? J'en donne un qui maintenant est assez vieux. On veut être reconnu comme une solution pertinente de gestion de dépôt Git pour l'entreprise. Voilà, ça c'est un scénario. On veut être reconnu comme une solution pertinente de gestion de dépôt Git pour l'entreprise. Donc, c'est-à-dire authentification des utilisateurs, gestion fine des droits, backup des repos, enfin tout le sujet. Donc ça, c'est un scénario. Donc c'est très vaste en fait. Et après, tous les 6 mois, on se dit, ok, de là où on en est, bah, à l'époque où ils ont mis ça, ils ont fait, ah bon, en fait, on n'a pas de gestion de repo Git dans, dans VSTS, Azure DevOps. Dans notre usine logicielle, on n'a pas de gestion de dépôt Git. Bon, la première chose, ça va peut-être être de commencer à supporter les repos Git. Et puis, petit à petit, voilà, on identifie les minimum viable products. Et on commence à les implémenter et on se donne donc la saison, c'est sur les 6 prochains mois, voilà ce qu'on va faire pour aller vers cet objectif du scénario. Et ensuite, ça définit globalement les user stories. Et on fait vraiment une planification sur les 3 prochains sprints. Ok, pour implémenter ces user stories-là sur les 3 prochains sprints, voilà très concrètement ce qu'on doit réaliser en termes de tâches, en termes de synchronisation avec les autres équipes ou ce genre de choses. Et on a une vue très très précise de ce qui se passe dans les 3 prochaines semaines. Et effectivement, on a vraiment adopté cette méthodologie-là parce que ça ne sert à rien. Donc ça, on laisse les leaders, les managers s'amuser avec ces choses-là. Je troll un peu, hein, mais donc ça, c'est pour les gens sérieux qui délivrent des choses. Et voilà. Donc, je pense que tous ces sujets-là, vous les connaissez, mais juste pour dire qu'on les fait réellement. Et on avance vraiment comme ça, c'est-à-dire que on est en funnel glissant. Et quand on arrive au bout de 6 mois, au bout de 2 trimestres, les équipes se réunissent, ils mettent à jour le plan des 6 prochains mois, donc grosse réunion, on met à jour le plan des 6 prochains mois, on fait un update des scénarios à 18 mois. Ils appellent ça la North Star, donc l'étoile polaire qu'on suit. On met à jour la définition de la North Star. J'avance un peu plus vite parce que... Ouais. Donc ça, je l'avais expliqué à l'Agile Tour, mais du coup, ça c'est ce qu'on fait d'habitude. Hein, quand on fait une planification, globalement la valeur elle est au début de la planif et puis au bout de 6 mois, comme on est à côté du plan, il n'y a plus de valeur. On passe notre temps à essayer de se réajuster par rapport au plan, à mettre le plan à jour. Donc autant ne plus planifier à plus de 6 mois. Et c'est ce qu'on essaye d'obtenir, c'est schématisé, mais c'est ce qu'on essaye d'obtenir finalement en faisant des petites planifications. C'est toujours être dans la partie de la courbe qui apporte vraiment de la valeur. Voilà. Hop, ça, je vais... Et donc le sujet, ça peut être intéressant, c'est comment on reste synchronisé entre équipes, donc les sprint mails, les team chats et les revues d'expérience utilisateur. Donc c'est 3 choses qu'on met en place et qui temporellement se passent comme ceci. Donc le déploiement en prod, hein, il se passe en parallèle de la première semaine du sprint suivant. Ici, donc avant le sprint 1, tous les programmes managers envoient un mail, et c'est véridique, hein, moi je les reçois les mails, envoient un mail en disant notre plan pour le sprint qui vient, c'est ça, voilà ce qu'on va faire. Et à la fin, voilà ce qu'on a accompli, avec une petite vidéo de ce qu'ils ont accompli. Enfin, donc ils font des petites vidéos pour montrer les features qu'ils ont développées, et ils envoient ça à toutes les autres feature teams. Donc voilà, ça c'est un vrai sprint mail, voilà à quoi ça ressemble, et on remercie les gens, mais les photos des développeurs et des UX designers et de tous les gens qui... Parce que
on essaye de mettre un peu d'humanité là-dedans. Hop. Donc tout ça, c'est lié avec le backlog. Donc ça, c'est nos boards. Donc les team chat, donc j'évoquais, ça c'est des équipes qui ont besoin de se synchroniser. On les met dans une même salle parce que finalement il y a des fonctionnalités qui sont dépendantes les unes des autres. Ok, c'est quoi que vous avez dans votre backlog pour la suite? C'est quoi la situation de votre dette? Est-ce que vous avez des problématiques? C'est une vraie discussion. Et un point important pour moi, c'est ça. Si le grand Manitou qui est à ce niveau-là, il veut savoir ce qui se passe, il vient dans la réunion d'équipe, il vient dans le team chat. On a arrêté, c'est-à-dire que ces gens-là, aujourd'hui, sont très très accessibles. Mais vraiment très très accessibles. Moi, je peux envoyer, moi qui suis dans une filiale, je peux envoyer des mails aux gens de l'engineering ici et ils me répondent. C'est des gens qui gèrent 800 personnes et ils me répondent « Ouais François, tu voudrais que je vienne faire une démo de ce qu'on fait à un client en France ?» Pas de problème. Alors moi, je ne vais pas venir le faire, mais je vais te trouver la personne dans mes équipes qui va venir le faire. Et tiens, tu contactes telle personne. Et c'est des gens qui gèrent 8, 900, 1000 personnes et ils le font. Donc voilà, pas de perte dans les traductions. Ouais, mais donc avant, eux, ils faisaient des synthèses, puis ils remontaient et ainsi de suite. Et il y a toujours de la déformation. Hop, ça, je vais aller plus vite sur la partie experience review. Parce que ça, bon, c'est les sprint review. Hop là. Je voudrais juste avancer un peu plus vite. Voilà. Ça me semble un peu important aussi. Et je vois que le temps passe. Non, qu'est-ce qu'il m'a fait? Yeah. Donc, le deuxième point, Shift Left Quality. Et ça, c'est assez important. Donc avant, on avait des cycles sur plusieurs années et on avait vraiment des jalons de stabilisation. En gros, 6 mois de spec, 6 mois de dev, 6 mois de débugage. On redev un peu, on redébug. Ah, c'est bon, on peut délivrer le produit. Donc c'était pas très très efficace. Donc ça, je viens de vous l'expliquer. Hein, c'était globalement cette vague-là, mais sur 18 à 24 mois. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est en fait, on est tout le temps en train de stabiliser le produit, puisque toutes les 3 semaines, ça doit marcher. Donc on ne laisse plus dériver la qualité du produit, puisque toutes les 3 semaines, ça doit marcher. En fait, le vrai problème d'avant, c'était ça. C'est-à-dire que non mais le chef il veut voir la feature Mat 5 qui est dans les specs et tout ça. Oui mais j'ai pas encore fini. Ouais mais c'est pas grave, on finira plus tard. Et puis on développe, on est capable de montrer que globalement on a fait 90% des specs à 80%. Donc on a fait 80-90% des specs à 80%, donc en fait il n'y a rien qui fonctionne dans la réalité. On a un bug cap, donc voilà, c'est notre formule mathématique. Nombre d'ingénieurs dans l'équipe multiplié par 5. S'il y a plus que ça de bugs dans le backlog de l'équipe, on arrête tout et on corrige les bugs. Et c'est une règle, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Donc après, c'est pas forcément quelque chose que vous pouvez appliquer vous, mais peut-être que vous pouvez trouver la formule qui dit que voilà, si on est là, on s'arrête. Sur le test aussi. Donc quand je vous disais, on a transformé des produits on-premise, donc Team Foundation Server. Pour rappel, notre usine logicielle, c'était un produit aussi qui s'appelait Team Foundation Server et qui pouvait s'installer on-premise. Une bonne vieille config Windows Server avec un SQL Server, avec un Active Directory, genre de truc qui ne monte pas bien dans un service cloud. Et bah, pour autant, le service cloud aujourd'hui qui existe, il est basé sur ce code-là, qui a été bien sûr modifié, et aujourd'hui on a toujours le produit on-prem et on a la version SaaS, et la base de code entre les deux, c'est la même. Donc on a dû on n'a pas réécrit un nouveau produit, on a fait de la transformation de produit, de la modernisation, on a découpé des petits morceaux, on a fait des microservices, on a fait des couches d'abstraction pour dire quand tu es en mode cloud, tu utilises Azure Active Directory pour l'authentification, quand tu es en mode on-prem, tu utiliseras Active Directory, voilà, tout ce genre de choses. Et à l'époque, quand on a commencé cette transformation-là, on développait mal, on n'avait pas de test unitaire,
Les tests de niveau 0, c'est les tests, ce qu'on appelle les tests unitaires communément. Les tests de niveau 1, c'est les tests d'intégration. Et on avait plein de tests de niveau 3, donc de tests automatisés, et encore quand ils étaient automatisés. Donc on a vraiment travaillé là-dessus, en se disant, donc au début on était très contents. En fait on avait un code boîte noire qui n'était pas très modulable, on avait une grosse couche de tests fonctionnels automatisés autour. Globalement on savait que quand on modifiait quelque chose dans la boîte noire, les tests autour continuent à fonctionner, c'est cool, on n'a rien cassé. Mais ça coûte cher à maintenir, c'était vraiment compliqué. Donc il y a eu une phase de transformation de notre patrimoine de tests en beaucoup de tests unitaires, un code beaucoup plus modulable, et les tests finalement fonctionnels automatisés, c'est juste pour tester les cas droits. C'est les cas que 80% des utilisateurs font le matin quand ils se connectent au service. Ceux-là, tu veux être sûr qu'ils ne bug pas. Donc on continue à les tester. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup de tests unitaires et très peu de tests fonctionnels automatisés. Donc ça s'est fait progressivement. Donc vous voyez, ça c'est la courbe. Donc vous voyez que les deux courbes se croisent entre les tests fonctionnels en orange qui déclinent et les tests unitaires qui augmentent progressivement. Combien de tests de niveau 0? On a 50 000 tests unitaires sur la base de code du service. Les pull requests, ça a changé la vie aussi de l'équipe. Hein. C'est pour ça que de toute façon, partout chez Microsoft aujourd'hui, on a adopté Git. On a adopté le mécanisme des pull requests. Ça change. Si je résumerais un petit peu la situation, et ça c'est aussi ma propre expérience personnelle, on passe d'un état d'esprit où on développe, on balance ses modifications dans le repo central, et on part en week-end en se disant les problèmes c'est les autres qui feront le merge. Et on est passé de ça à je vais faire mon développement et je vais demander poliment est-ce que tu veux bien intégrer mon code s'il te plaît? J'ai fait tous les efforts nécessaires pour qu'il soit propre et que tu puisses l'intégrer sans trop de problèmes. Et ben, en fait, l'essence de Git, enfin moi j'ai envie de dire Git on s'en fout, il y avait Mercurial qui faisait la même chose. L'important, c'est pas Git, l'important c'est la démarche qui nous fait changer notre manière de faire. C'est OK, avec une pull request, je connais la liste des contraintes, et nous on en met des contraintes, le job d'intégration continue il doit passer. L'analyse SonarCube elle doit passer. Ton code il doit être revu par 2 ou 3 personnes. En plus, par exemple, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on est capable de dire, dans le code, s'il y a une partie qui c'est du JavaScript parce que c'est une partie front-end, ce sera telle personne qui va le relire. Et puis là, si tu es sur la partie plutôt qui concerne le back-end, ce sera une autre personne qui le relira. Et ces personnes-là, quand elles vont recevoir la pull request, elles vont être automatiquement notifiées. Disons, il faut que tu fasses une relecture de code. Donc si les relectures de code ne sont pas faites, la pull request, de toute façon, elle ne passera pas, elle ne pourra pas être mergée. Et ça change vraiment la manière de faire les choses, parce qu'en fait, ça responsabilise les gens. C'est pas ah dis donc, qui c'est qui a balancé un code à 2 balles dans le repo central et il y a tout qu'à casser. C'est non, dis donc, t'as essayé de m'avoir là, hein. C'est pas propre ton code là. Dans 6 mois, tu voudrais pas le relire. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et chez nous, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Et je pense que ça peut changer beaucoup de choses dans beaucoup d'entreprises. Je suis plutôt pas mal là. Ouais, je suis plutôt bien. Je vais avoir quelques minutes de retard. Customer focused. Ça, c'est un point important. Donc, écouter nos clients. Alors ça, après, nous, on le fait. Eux, ils le font comme ça dans ce groupe produit-là qui a été le premier à le faire. Ça, c'est après dans chacun de vos projets, dans chacune des entreprises où vous travaillez, qu'il faut vous poser la question de qui est mon client final. Ça, c'est le point important. Et c'est pas forcément celui qui paye, c'est celui qui utilise. Qui est mon client final et comment je l'écoute. Donc, si je prends le groupe produit Visual Studio, User Voice connecté en direct au backlog. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui crée un User Voice, ça rentre directement dans le backlog. Ça se diffuse, ça. Je ne vais pas vous dire que c'est vrai pour tous les groupes produits Microsoft. J'en connais quelques-uns. N'allez pas regarder le User Voice de OneDrive, par exemple. Mais globalement, ça évolue très très bien. Donc, User Voice connecté au backlog.
On a des gens dans le groupe produit qui monitorent Stack Overflow au quotidien, parce qu'on se dit, nos utilisateurs, en fait, ils sont sur Stack Overflow, donc on va déjà les voir. Est-ce qu'ils crachent sur le produit dans Stack Overflow? Est-ce qu'ils posent des questions dans Stack Overflow? Et parce que toutes les questions qu'ils vont poser sur « Ah ouais, mais comment on fait ci, comment on fait ça ?» ça veut dire qu'il y a des choses... S'ils ont besoin de poser la question de comment on fait ci ou comment on fait ça, c'est que c'est pas suffisamment intuitif. Ou alors c'est pas bien documenté, parce que c'est peut-être quelque chose de complexe et qu'il faut de la doc dessus, mais ça veut dire que c'est peut-être pas bien documenté. Et on monitore aussi nos plus gros clients. Les plus gros clients, qui ont la plus grosse base d'utilisateurs, ils ont carrément un champ. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de l'équipe d'ingénierie, quelqu'un qui développe le produit, à qui on dit, toi, tu vas suivre tel client. Toi, en tant que développeur, tu vas être le point de contact de ce client-là, parce qu'il est tellement gros, il rapporte tellement d'argent, que lui, il a le droit à un point de contact en direct dans l'équipe d'ingénierie, et ton job, c'est de le câliner. Et ça permet d'apprendre aux équipes aussi que, oui, à la fin des fins, il y a des clients et des utilisateurs finaux. On ne fait pas que du code pour se faire plaisir, même si on aimerait bien, sincèrement, parce que des fois, les utilisateurs, c'est chiant. Et surtout, quand on a fait tout ça, il faut aller encore plus loin, parce qu'il y a des utilisateurs, ils ne vont pas aller sur Stack Overflow, ils ne vont pas aller dans les forums, ils ne vont pas vous envoyer un mail. Il faut leur donner la possibilité, directement dans le produit, de faire un feedback. Parce que ça, c'est important. Et puis en fait, la réalité, c'est qu'il faut aller encore plus loin. Notre définition du done, c'est en prod, ça collecte des données de télémétrie qui examine les hypothèses qu'on a posées pour définir cette feature. C'est-à-dire que ça, on s'est inspiré du Lean Startup. On fait quelque chose, donc on pose des hypothèses. Voilà, on va faire ça, on va développer telle fonctionnalité pour apporter ça à l'utilisateur, c'est l'hypothèse. On va définir telle donnée de télémétrie qu'on va mesurer et qui nous permettra de valider ou d'invalider l'hypothèse. Et ça permet de comprendre les utilisateurs sans qu'ils nous le disent. Parce qu'en fait, il y a plein d'utilisateurs, on va dire même 98% des utilisateurs, ils ne vous diront jamais s'ils sont contents ou pas. Donc il faut les monitorer, c'est pas les fliquer, c'est juste qu'on a besoin de ces infos-là si on veut améliorer notre produit. Je vous donne un exemple très très marrant. Alors un truc pas très sexy, mais c'est pas grave. Développement C++ dans Visual Studio. D'un côté, on avait les groupes d'ingénierie qui disaient on a les meilleurs outils d'analyse de la consommation de mémoire et CPU pour le code C++. Et de l'autre côté, il y avait les utilisateurs qui disaient franchement, vous ne fournissez rien en termes d'outils pour l'analyse mémoire de code C++, hein, de code natif et tout ça. Franchement, Visual Studio, c'est pourri. Et donc, on avait un groupe engineering qui continuait à essayer de rajouter la fonctionnalité encore plus meilleure et encore le truc encore plus... Et en fait, un jour, ils ont mis la télémétrie en route dans Visual Studio et ils se sont rendus compte qu'en fait, il n'y avait que 3% des développeurs C++. Alors, ce n'est même pas des développeurs Visual Studio, c'est des développeurs C++ qui utilisaient les fonctionnalités. Et là, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, ils ont été parler aux utilisateurs. Et là, ah bon, ça existe? Ah, mais c'est où? Ah, c'est là. Et en fait, le problème, c'est un problème de découvrabilité. Donc ça faisait des années qu'ils se battaient à essayer de faire la fonctionnalité encore plus top pour débugger la mémoire et l'usage du CPU dans Visual Studio, alors qu'en fait, les utilisateurs ne savaient même pas que ça existait. Et avec de la télémétrie, bah ça, on peut le découvrir. Parce que forcément, les utilisateurs, ils ne vont pas venir vous dire que, dis donc, ta fonctionnalité ne marche pas bien s'ils ne savent même pas qu'elle existe. Donc le point important, c'est déjà de savoir s'ils l'utilisent ou pas. Donc voilà, c'est une anecdote, mais globalement, c'est ça. Donc ça a changé notre définition du done. Donc en fait, alors ça c'est un service Azure, donc là je fais un peu de réclame, mais tant pis, c'est pas grave. Donc vous avez peut-être parlé, pour ceux qui ont fait un peu de .NET, entendu parler de Application Insight, qui est un service dans Azure qui vous permet de collecter en un point central vos données de télémétrie. Il y a des SDK pour .NET, Java. Et en fait, ça, c'est issu d'un projet interne, le projet Custo, parce qu'en fait, c'est les équipes du service Azure DevOps qui ont développé cet outil-là pour leur propre usage. Et puis, ça marchait tellement bien, à un moment, ils se sont dit, mais si nous, on a ce besoin-là, en fait, les clients ont peut-être ce besoin-là. Ils l'ont transformé en service dans Azure.
Voilà, donc ça, effectivement, c'est le point important. Il faut mesurer ce qui est utile, ce qui est vraiment important. L'usage. Donc, quand est-ce que j'acquiers des nouveaux utilisateurs? À quel niveau ils sont engagés avec le produit? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce qu'il y a un risque que finalement ils lâchent le produit? Quelles sont les fonctionnalités qui s'utilisent? Combien de temps, donc la vélocité, c'est combien de temps je mets à compiler une nouvelle version du service, à le déployer et à apprendre le time to learn. Le time to learn, c'est globalement combien de temps il me faut pour commencer à collecter des données sur les nouvelles fonctionnalités que j'ai déployées et apprendre quelque chose de cette collecte. Donc tous ces sujets-là, ça c'est important. Et ce qu'on ne fait plus, parce que c'est pas important, on s'emmerde plus à calculer des estimés originales sur des choses, enfin ça on fait plus. On s'embête plus à traquer combien d'heures il a fallu pour développer cette fonctionnalité. Elle est développée ou pas? C'est ça qui est important. S'il fallait la développer, il fallait la développer. On s'embête plus à compter le nombre de lignes de code, parce que le nombre de lignes de code, ça a amené à des pratiques, et je sais que ça existe en dehors de Microsoft, parce que j'en ai rencontré, du type ouais, j'ai développé plein de lignes de code. Et quand on regarde, ok, donc tu as développé plein de lignes de code, tu me mets des getters et des setters partout qui servent à rien, que tu n'utilises jamais dans ton code. Donc en gros, ça amène à les petits malins qui, moi j'appelle, développent du code bullshit. C'est des codes qui est juste là pour rendre la métrique verte, mais qui ne sert à rien. Donc il y a tout un tas de choses qu'on ne regarde plus vraiment. Et ce qui est important, voilà, ce qui est important, c'est quand ça marche pas. Se focaliser sur le fait que hey, j'ai un SLA de 99%. Ouais, c'est bien, mais en fait, focalise-toi sur le 1% restant. Pourquoi tu n'es pas à 100%? Parce que c'est ça qui va te faire progresser, c'est ça qui va faire évoluer. Typiquement, à chaque fois qu'on a un incident majeur sur Visual Studio Team Services, enfin Azure DevOps, vous pouvez aller sur le blog du groupe produit et vous trouvez une root cause analysis publique. C'est-à-dire qu'on dit très clairement, on a eu un incident majeur. Il a démarré à telle heure, il a fini à telle heure, il a impacté tant de milliers de clients, et voilà pourquoi il a eu lieu. Ça permet déjà de... Ça a été très dur au départ. Hein. Les gens qui ont commencé à faire ça, ils avaient les miquettes. Vous êtes sûr mais les clients, ils vont croire qu'on ne sait pas faire notre boulot correctement. Non, en fait, on gagne en faisant ça, donc l'apprentissage qu'on a eu là-dessus, c'est on gagne la confiance des clients. Putain, les mecs, ils savent faire une root cause analysis. C'est-à-dire que quand il y a un incident majeur, ils savent aller chercher la raison première de pourquoi il y a eu cet incident. Ils font l'effort de le faire. Donc en fait, ça crée de la confiance. Et deuxièmement, ça permet aussi de s'améliorer pour vraiment résoudre les vrais problèmes. C'est-à-dire que, ok, j'avais prévu un système de si j'ai un de mes data centers qui tombe, je reroute sur l'autre. Ah ouais, merde, mais j'avais mal dimensionné. C'est-à-dire que ça m'est arrivé une fois, j'ai rerouté tout le monde sur le deuxième data center et du coup, j'ai fait écrouler le deuxième data center. C'est con. C'est ce genre de choses. Et donc ça permet de progresser. Donc ce qui est important, c'est de regarder ce qui va pas bien. Donc voilà. Alors Build Measure Learn, on n'a rien inventé. Lean Startup, Eric Reyes, il suffit de lire son livre. Voilà. Il est 34. Donc j'ai atteint le temps. Dernier point, ça vous intéresse en tant que développeur. On utilise massivement les feature flags. C'est-à-dire qu'en fait, une fonctionnalité que vous avez à disposition, ça fait déjà des semaines, voire des mois qu'elle est en production. Et du coup, ça, c'est extrêmement important parce que quand on active le feature flag, ça commence à déconner, on peut le retirer tout de suite. On n'a pas besoin de redéployer pour enlever la fonctionnalité qui pose problème. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça a changé pas mal notre vie. Donc après, il y a des services qui vous aident à faire ça, comme LaunchDarkly par exemple, qui vous permet de gérer vos feature flags et ce genre de choses. Donc c'est extrêmement important. Je vais m'arrêter là. Je vais aller directement au dernier slide. Il y a deux sections que je n'ai pas évoquées, c'est production mindset et infrastructure flexible ressources. Parce que je pense qu'en tant que développeur, ça, vous le vivez au quotidien et vous devez avoir conscience de ce que ça représente. Il faut arrêter, et je l'ai dit, hein, la synthèse, c'est tous ces sujets-là, c'est faut arrêter de dire ça doit marcher sur ma machine. Non, ça doit marcher en prod, j'en ai déjà pas mal parlé. Et l'infrastructure comme une ressource flexible,
Alors, vous allez dire, ouais, forcément, il vend sa sauce. Je veux dire, utilisez des solutions cloud. Cloud privé, cloud public, faites ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, il faut travailler avec des solutions plus flexibles que je te remplis un formulaire Word que je t'envoie et dans 3 semaines, j'aurai peut-être ma VM. Si tu le veux bien. On ne peut pas travailler comme ça aujourd'hui. Et ce n'est pas un problème juste d'IT, c'est un problème de compétitivité d'entreprise. L'entreprise, elle ne peut pas être réactive si on fait ça. Si je vous racontais, moi j'ai travaillé 5 ans chez Orange, si je vous racontais la difficulté que Orange a eu à réagir à l'arrivée de Free dans le mobile, mais juste à cause de son système d'information, vous seriez dingue. Et donc ça, c'est un point important. Il faut qu'on fasse, nous, collectivement, parce qu'on est tous des techs là dans la salle, globalement, le travail d'expliquer aux gens que nos problèmes, c'est les problèmes de ton entreprise. Ça va avoir un impact sur ton business. Ça, il faut qu'on accepte de faire ce travail-là, parce que personne ne le fera pour nous. Donc c'est vraiment un point important. Donc c'est pas magique, mais ça a de la valeur. Et pour nous, voilà ce qu'on faisait avant, et voilà ce qu'on fait après. Si ça vous intéresse, il y a sur le site, donc c'est la short URL, enfin vous tapez dans Google DevOps at Microsoft. Voilà. Si vous êtes sympa, vous le tapez dans Bing, mais bon, vous faites DevOps at Microsoft et vous avez toute une littérature qui est écrite par nos programmes managers et qui explique en détail justement toute cette transformation, encore plus loin que ce que j'explique là, parce qu'ils vont jusqu'à vous expliquer les transformations d'architecture logicielle, de comment ils sont passés sur une architecture microservice, comment ils ont transformé un monolithe en architecture microservice. Et c'est super intéressant parce que là, c'est pas des grands principes, c'est des gens qui l'ont fait. Et ça change tout. Parce qu'il y a ce qui est écrit dans les presse et puis il y a la réalité du terrain. Je vous remercie pour votre attention et s'il y en a qui ont du temps pour quelques questions en off, vous êtes les bienvenus.